Très bien. Donc, je vais démarrer cette conférence en vous parlant moins de marketplace, mais plus de plateforme numérique. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une marketplace, c'est une plateforme numérique avec un certain nombre de propriétés. Mais avec moi, vous allez avoir plutôt le côté universitaire de la chose, même si dans mon activité de recherche, j'étais amené à travailler avec des entreprises qui ont des services de type plateforme numérique. Alors déjà, vous êtes dans un DU spécifique qui est associé à la notion de révolution numérique. Mais déjà, qu'est-ce que c'est un petit peu que cette révolution numérique en fait, c'est un contexte qui a permis la mise en place de ce phénomène qui est la plateformisation. Et donc, je vais vous parler un petit peu de big data et de plateformisation avant de poursuivre par une brève histoire des plateformes numériques, avec notamment la notion de personnalisation qui a permis de capitaliser un certain nombre de données pour pouvoir apporter un service novateur grâce à la mise en place du web et de technologies d'intelligence artificielle. Alors déjà, numérique, c'est tout simplement associé à la notion de nombre. On parle de Digit Revolution en anglais, ou Digital Revolution, associé au digit, qui signifie simplement les chiffres. On parle aussi de révolution digitale, même si j'aime pas trop ce terme, parce que digital, en français, ça signifie plutôt les choses associées au doigt. Voilà, donc des questions qui se posent. Est-ce que c'est une évolution ou une révolution, avec un certain nombre de caractéristiques de cette révolution numérique, notamment au niveau de la capitalisation des informations possibles grâce à la présence de ces données-là, qui est le développement de l'intelligence artificielle, et puis dans le domaine du monde physique, l'essor de tout ce qui va être la robotique. Alors, je vous parlerai d'un certain nombre d'éléments, mais je vous inviterai à aller voir sur d'autres éléments, notamment sur d'autres chaînes, des chaînes YouTube. Il y a des conférences, notamment celle de Gérard Berry, qui va vous parler de qu'est-ce que c'est que le numérique ou la révolution numérique. Donc le numérique, c'est ce qui est basé sur la notion de nombre. Ça vient souvent remplacer le terme informatique dans la plupart des applications. C'est quand on a des petits capteurs, un téléphone portable, c'est plein d'éléments numériques, ça fait des photos, ça capitalise tout un certain nombre d'informations, ça communique avec d'autres systèmes, ça fait un certain nombre de choses qui sont énormes. Et c'est pas, quand on parle de numérique, c'est pas simplement associé à des ordinateurs, mais c'est réparti partout. Un avion, une voiture sont bourrés d'éléments numériques, de processeurs qui vont communiquer, qui vont fonctionner pour pouvoir échanger de l'information. On parle d'ailleurs dans ce contexte-là d'informatique ubiquitaire, avec de plus en plus de petits éléments intégrés de manière tout à fait invisible, qui vont communiquer, récupérer de l'information, traiter l'information et apporter une information élaborée à un utilisateur. Alors, pourquoi est-ce que la révolution numérique est intéressante? Parce qu'autrefois, on avait des supports différents, une dépendance entre l'information et le support, avec des livres en papier, du texte, avec des partitions musicales qui étaient écrites sur du papier, et l'interprétation se gardait sous forme de vinyle ou sous forme de cassette en bande magnétique. La photographie, c'était de l'impression sous forme argentique, et puis tout ça a été transformé avec le numérique, qui a permis de garder sous forme de nombre des informations qui ont été stockées sur un format standardisé, ce qui a permis de faire un certain nombre de choses et d'uniformiser une manière de traiter les données. Alors, les caractéristiques de la révolution numérique, je vous invite aussi à voir les conférences qu'avait fait notamment le regretté Michel Serres sur la révolution numérique. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un certain nombre de propriétés qui sont intéressantes au niveau du numérique, que l'on retrouve dans le vivant et qu'on va retrouver au niveau de l'ordinateur. Le fait de pouvoir stocker de l'information, le fait de pouvoir traiter l'information, d'émettre de l'information et de recevoir de l'information. En fait, tout cette espèce d'association, de traitement de l'information va changer un certain nombre d'éléments. Changement du point de vue du temps. On a de l'information de manière instantanée, on peut répondre de manière instantanée. Changement du point de vue de l'espace. On va aller pas très vite, on va aller de manière immédiate pour recevoir un courrier électronique.
vous avez des informations qui arrivent de l'autre bout du monde directement. Et puis il y a un changement du point de vue cognitif et des relations humaines, avec la possibilité pour l'ordinateur d'avoir une énorme capacité de mémoire en stockant l'information, une capacité d'imagination, de pouvoir procéder à l'utilisation des images et de mettre en place des processus imagés, et de mettre en place aussi des processus rationnels, puisque vous avez des éléments logiques, hein. L'ordinateur, c'est un système de manipulation de symboles. Alors, ce contexte-là, avec l'arrivée du web, a permis, grâce à la collecte du big data, de mettre en place le phénomène de plateformisation qui va nous intéresser ici. Alors, le big data, ou données massives, hein, c'est un petit peu un nouvel usage de l'information, avec le fait que chacun d'entre nous, eh ben, on est à la fois utilisateur de l'information et on fournit de l'information. On fournit de l'information au web, que ce soit par les requêtes qu'on effectue sur un moteur de recherche, que ce soit par des informations que l'on va donner à un système de géolocalisation, parce qu'on veut avoir certaines informations. Donc, on bénéficie du fait d'envoyer ces informations, mais ça nous coûte aussi, puisqu'on va être suivi d'une certaine manière. Hein. Et tout ça, en fait, va permettre au système de s'améliorer, parce qu'on va récupérer l'information et traiter l'information et la fournir de la manière la plus intelligente qui soit. La notion de plateformisation, et connexe à cet élément-là, c'est l'apparition d'entreprises particulières qui vont proposer des services qui vont bénéficier de cette fameuse révolution numérique en cumulant le fait d'avoir le web, le fait d'avoir du big data et d'utiliser de manière intelligente ces informations en proposant des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, le web, vous avez un certain nombre de géants du numérique, hein, les GAFAM en Chine, c'est ce qu'on appelle les BATX, ainsi que des plateformes du numérique, c'est les NATU, hein, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Que vont faire ces entreprises? Eh ben, vont récupérer ces données et vont pouvoir les utiliser parce qu'elles sont hyper personnalisées. Donc, vous avez tout un ensemble d'exemples d'informations qui sont récupérées. Et les plateformisations, c'est le fait d'avoir apparaître des sites qui vont pouvoir mettre en relation des personnes qui offrent des services et des personnes qui demandent à accéder à ces services-là. Et donc, on va toujours produire plus de données pour pouvoir améliorer ces services et avoir une réponse toujours plus adaptée à l'offre. Alors, quelques éléments assez classiques, hein, sur les entreprises du numérique. C'est ce qu'on parle souvent d'entreprises disruptives, hein, on parle de technologies de rupture. Simplement dans le fait que ce que l'on va faire, c'est grâce à ce procédé-là, on va mettre en place on va remplacer une technologie innovante, enfin technologie dominante, par une nouvelle technologie, innovante. C'est au contraire donc, de ce qu'on appelle une technologie de continuité. Avec, ça va complètement casser le mode de fonctionnement classique qui augmente la performance de manière régulière en fonction du temps. Et là, on va un peu casser le système grâce à ce genre d'approche. Donc, vous en avez plein des technologies disruptives qui ont eu lieu au cours de l'histoire. Hein. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des changements plus récents, donc au niveau des films et séries, vous allez avoir des entreprises telles que Netflix par rapport aux chaînes de télévision traditionnelles, Airbnb par rapport aux télé traditionnelles, etc., etc. Voilà. Alors, on va parler de géants du web ou géants du numérique. Celles qui vont être les plus présentes, parce que quand on regarde quels sont les sites web les plus consultés, on se rend compte que ça va être Google, ça va être Facebook, etc., ça va être Amazon. Donc essentiellement des sociétés américaines qui ont souvent leur siège en Californie, mais vous avez aussi de grosses entreprises au niveau chinois, hein, les BATX, qui sont les équivalents des GAFA. Donc, ce que vont faire ces entreprises-là, c'est réinventer les usages de l'informatique. Par exemple, Google, à l'origine, c'était un simple moteur de recherche, très performant. Et ensuite, ils ont réussi à se diversifier. Ils sont
aller au-delà de systèmes. Ils s'intéressent maintenant à la santé, ils s'intéressent à tout ce qui est conduite automobile sous forme autonome, etc. Voilà, donc il y a tout un ensemble d'éléments que vous pourrez retrouver sur ces diapos. Alors, quelques caractéristiques de ces entreprises disruptives, c'est d'avoir une croissance spectaculaire, etc., de proposer une offre technique ou commerciale dans un environnement virtuel et contrôlé par un opérateur pivot qui va mettre en relation deux types d'agents, des offreurs et des demandeurs d'un bien ou d'un service. Et ils vont proposer une interface utilisateur qui va permettre aux personnes d'être entre ces... de pouvoir capitaliser ce qui va se passer entre l'offre et la demande, avec tout un ensemble d'outils, gestion de stock, suivi de flux, un certain nombre d'outils aussi qui vont concerner les services de moyens de paiement sécurisés. Pour une plateforme telle que YouTube, on va mettre en place des musiques qui sont libres de droit, que vont pouvoir utiliser les personnes qui veulent agrémenter leurs vidéos de musique, etc., etc. Et donc, ce qu'il faut, c'est que la plateforme soit attractive, parce que c'est en fonction du trafic qui va se réaliser que la plateforme va pouvoir se développer. Alors, une plateforme du numérique, on propose une offre technique et commerciale dans un environnement virtuel avec un opérateur pivot, et ça va être à l'interface entre l'offreur et le demandeur. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a du contenu qui va être échangé entre ces derniers. Et avec donc des systèmes de dispositifs de mise en relation. Et du côté de la plateforme numérique, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se rémunérer d'une certaine manière avec des systèmes de pub, de commission ou d'autres. Alors, donc on peut financer par exemple à travers la publicité, comme YouTube, qui donc va mettre en relation des créateurs de vidéos et des utilisateurs qui vont consommer ces vidéos. On peut, dans le domaine scientifique, ce qui va se passer, c'est que nous, chercheurs, on publie des articles, mais concrètement, ce qui se passe, c'est que ces articles vont être hébergés par publiés par des éditeurs privés, Springer, Elsevier, Nature, etc., qui vont proposer des plateformes qui vont nous permettre, à nous, chercheurs, d'accéder à ces informations. Et ils vont ensuite vendre ces articles-là aux chercheurs qui veulent aussi accéder aux produits de notre recherche. On a le même système au niveau du X, hein, donc on est dans le même système. Vous avez au niveau de l'industrie X, on récupère l'information. Là, ce qui s'est passé, c'était de manière... au début, c'était un certain nombre de piratages, clairement, de l'information. Les producteurs de l'industrie du X se sont fait pirater, voler le contenu de leur DVD. Et concrètement, on se demande quel est le système, le modèle économique qui fonctionne derrière, puisque tout le contenu est gratuit, mais en fait, c'est des liens à travers des sites payants, ce qu'on appelle des camgirls, etc., qui vont mettre en relation les utilisateurs avec un certain nombre de sites. Voilà. Le système Uber fonctionne à l'heure actuelle de cette manière. Hein. Vous avez entre des chauffeurs de VTC et des utilisateurs cette plateforme. Mais concrètement, le modèle économique de Uber n'est pas encore tout à fait au point en cet état. Ce que fait Uber à l'heure actuelle, c'est développer de manière très importante sa valeur ajoutée en ce qui concerne la recherche en intelligence artificielle, et en particulier ses partenariats effectués avec des constructeurs automobiles. Et le modèle futur d'Uber, qui va se mettre en place c'est pas tant un problème technique, mais plus un problème juridique, c'est le simple fait d'avoir des véhicules autonomes qui vont être proposés sans plus passer par des chauffeurs en tant que tels, puisque on se retrouvera effectivement avec une absence de chauffeurs, mais des véhicules autonomes. Alors moi, à titre personnel, j'avais travaillé sur une entreprise qui, à Saint-Étienne, fait du streaming équitable, c'est-à-dire qu'elle propose du contenu musical. Alors c'est un modèle qui est intéressant parce que c'est en B2B2C, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui vend des possibilités d'abonnement à des collectivités territoriales, à des régions par exemple, la possibilité pour ces étudiants d'accéder à des services, à des systèmes équivalents à Deezer ou Spotify,
qui vont permettre aux étudiants d'accéder à un certain nombre d'artistes, artistes de labels indépendants, sa petite particularité. Donc ce n'est pas les gros artistes qu'on retrouve qui sont signés par les majors, c'est aussi signé par des labels professionnels. Hein. Vous trouverez un certain nombre d'artistes bien connus, Yann Tiersen par exemple, qui sont donc dans ce genre de label avec leur offre qui s'appelle D-Music. Pour l'accès aux articles scientifiques, le CNRS a développé une plateforme qui s'appelle ISTEX, sur laquelle j'ai un petit peu travaillé, qui consiste à effectuer à travers un système d'abonnement mutualisé des possibilités pour les chercheurs d'accéder aux articles de leurs confrères grâce à la possibilité, grâce aux moyens grâce à un système d'abonnement mutualisé. Donc on ne va pas payer l'article en tant que tel, mais c'est le CNRS en tant que tel qui a pris tout un ensemble d'abonnements auprès des grands éditeurs privés pour que toutes les universités françaises puissent accéder à ces éléments-là. Donc pourquoi un tel succès au niveau des plateformisations? En fait, c'est souvent le premier qui se situe à l'endroit au bon moment qui va réussir à fonctionner. Et après, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont à côté qui vont permettre de faire en sorte que la plateforme se développe. Ce n'est pas nécessairement le premier qui va gagner, mais c'est souvent celui qui va réussir à mieux se vendre, à réussir à trouver la petite astuce qui va faire en sorte que ça va marcher. Même si vous avez bien entendu l'avantage du pionnier dans ce système. Alors les effets structurants, donc c'est un impact sur la concentration du marché, des stratégies d'entreprise déterritorialisées, etc. Et ça change effectivement le fonctionnement de l'entreprise en tant que telle, puisque ce qui va se passer, c'est que les entreprises peuvent être basées dans n'importe quel endroit du monde et souvent elles vont utiliser des stratégies pour pouvoir procéder à de l'optimisation fiscale. Alors, très rapidement, parce que j'ai dit une brève histoire des plateformes numériques, mais ça va être encore plus bref que ce que j'imaginais, vu le temps imparti. Ce qu'il faut voir, c'est que ces plateformes numériques ont pu répondre à une question que se posait un grand chercheur du MIT Media Lab au tout début du web, c'était que regarder à la télévision. Que regarder à la télévision, à l'époque, aux États-Unis, vous aviez 24 heures sur 24 de la diffusion des programmes, 7 jours sur 7. Mais le problème, c'est qu'il y avait très peu de contenu intéressant et donc le fait de zapper était devenu totalement inefficace parce qu'on tombait que sur de la pub, que sur des choses complètement inintéressantes. Et donc, il fallait trouver quelque chose, une manière astucieuse d'accéder à un contenu qui pouvait nous intéresser. Et il fallait se faire une sorte de télévision à la demande. Donc 94, le web, c'est tout au début des années 90, 92, etc. Et donc pouvoir faire varier en fonction de la demande, afin de construire son journal à soi, sa télévision à soi, ses chaînes à soi. Et à l'époque, c'était fait plutôt par quand on voulait mettre en place il y avait des comités éditoriaux, etc. Et bien là, on voulait mettre en place des sortes d'agents intelligents. Et donc l'idée, c'était de mettre en place ces assistants. Alors, au début, ça n'a pas très bien marché. Vous aviez l'agent intelligent Bob de Microsoft, que l'on retrouvait dans le vieil Office, l'espèce de petit trombone. Vous vous rappelez, le trombone? Ouais, voilà, pas terrible. Le Newton d'Apple, qui marchait pas très bien, en fait. Et donc, c'est en 94, un certain Jeff Bezos, qui travaillait pour des grosses entreprises, auquel on a chargé de voir quels étaient les produits qui pouvaient être vendus par Internet. Et puis donc, au début, c'était le CD. Le CD, c'était vraiment l'élément qui venait d'apparaître. Et on pensait que c'était cet élément-là. Et puis, Bezos a fait sa liste. Et puis, il avait les livres qui étaient au bout de sa liste. Puis, il s'est dit, mais non, en fait, on va mettre les livres en premier. Ce qui était complètement bizarre. Parce que les livres, c'était vraiment un élément complètement en dehors de l'aspect numérique. Et concrètement, il allait voir les personnes pour lesquelles il avait fait son étude en leur présentant leur système. Ils ont dit, mais non, c'est n'importe quoi. Donc Bezos a créé sa petite entreprise qui s'appelle Amazon. Et donc l'idée, c'était que comme le livre
L'industrie du livre est très décentralisée. Aux États-Unis, le plus gros ne détenait même pas 10% de l'ensemble des livres. Eh bien, et qu'en plus, vous avez un nombre d'articles considérable, 3 millions de titres en activité, qui était évidemment très très supérieur aux 300 000 CD qui existaient à l'époque. Eh bien, ce qu'il fallait faire, c'est mettre en place un système de personnalisation. C'est-à-dire faire en sorte que si vous aimez un tel auteur, eh bien, vous allez aimer tel autre auteur. Voilà, donc pour cela, on a mis en place des systèmes de recommandation avec l'apprentissage automatique. Et donc, à l'époque, il y avait aussi le système Tapestry qui avait été développé au parc, le Palo Alto Research Center, donc de Xerox, qui permettait de filtrer un petit peu des informations. Donc, toutes ces notions de filtre, de filtrage collaboratif, etc., vont amener à cette notion de personnalisation. En clair, si les gens ont aimé telle ou telle chose, eh bien, d'autres gens vont aimer la même chose. Ou si vous avez aimé telle ou telle chose, par l'identification de votre profil, on va identifier que vous êtes plutôt un fan de science-fiction et on va vous proposer du Star Trek ou du Star Wars. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a identifié les produits les mieux notés, les produits les plus fréquemment achetés ensemble, d'autres personnes ayant acheté le même produit que vous ont aussi acheté les produits suivants, etc. Et ainsi, on a pu, de cette manière, faire en sorte d'améliorer les recommandations. Et donc, un système tel que Amazon a permis, grâce à le fait que la personne achète telle ou telle chose, de garder en trace de ces informations. Et donc, Amazon a pu comme ça se vendre en tant que la plus grande librairie du monde, ce qui complètement faux, puisque concrètement, Amazon, à l'époque, ne disposait pas de livres, ils n'avaient pas de stock en tant que tel. Les stocks étaient chez les libraires, et ce que faisait Amazon, c'est de mettre en place des lecteurs, enfin qui voulaient acheter des livres, et des entreprises de type librairie classique. Voilà, et ça a mis du temps à démarrer, mais après, c'est devenu l'entreprise que vous connaissez. Voilà. Peu après, se sont mis en place Larry Page et Sergey Brin, qui travaillaient Page travaillait en tant que, dans sa thèse, une thèse en recherche en intelligence artificielle. Ils ont voulu utiliser le web en améliorant la notion de recherche d'information. En fait, quand on arrivait des moteurs de recherche tels que Yahoo à l'époque, c'était le fait d'avoir des informations qui étaient catégorisées par des humains. Ce que voulaient mettre en place Brin et Page, c'était un algorithme qui permettait d'accéder de manière plus intelligente aux données du web. Et donc, ce qu'ils ont utilisé, c'était un algorithme audacieux qu'ils ont appelé PageRank, qui permet donc de trier les pages, et puis c'était aussi un clin d'œil au nom de Larry Page, afin d'accéder de manière plus intelligente aux données. Mais malgré ça, il fallait pouvoir trier les informations, et cette manière de tri s'est faite grâce à de la personnalisation petit à petit. Et voilà, grâce à l'engrangement de signaux de type clic, si vous cliquez sur telle ou telle chose, on va garder trace de toutes ces informations-là, et on va vous proposer des choses de plus en plus personnalisées. Puis avec les données associées à la géolocalisation, et puis maintenant, qui n'a pas d'adresse Gmail, qui n'utilise pas Google Docs, voilà, toutes ces informations-là vont être utilisées pour améliorer encore la collecte, grâce à l'accumulation des informations, la personnalisation que vous allez avoir sur les recommandations qui vous sont effectuées. Idem pour Mark Zuckerberg, qui n'était pas le premier à inventer un réseau social. Avant, il y avait MySpace, qui était sur MySpace, un certain nombre parmi nous. Vous aviez la possibilité, avec Facebook, donc de tirer bénéfice de connexions sociales existantes dans le monde réel. En fait, vous voyez quelqu'un, ajoute-moi sur Facebook. Voilà, c'était un peu l'idée de ça. Et donc, avec une plateforme au début tout à fait neutre, qui est montée en puissance. Voilà. Et puis là aussi, vous avez des algorithmes de personnalisation qui font en sorte que vous allez être notifié des mises à jour de ce que vous avez comme relation, en récupérant toutes les interactions, que plus vous suivez certains, plus vous allez avoir des informations sur les personnes que vous suivez, etc., etc. Voilà. Et donc,
Ces systèmes de personnalisation, associés donc à des principes d'intelligence artificielle, sont arrivés à une course à la pertinence dans les systèmes de recommandation. Donc ils aspirent énormément de quantité de données, ils vont vous permettre avec ces données de filtrer des informations que vous avez. Alors le problème c'est que vous allez avoir des informations qui sont qui sont la plupart du temps seulement basées sur le critère de pertinence et vous allez perdre un certain nombre d'informations, notamment des sujets dérangeants, des sujets difficiles, des sujets contradictoires, ce qui va un petit peu vous enfermer dans ce qu'on appelle une bulle de filtre, c'est-à-dire que vous allez filtrer votre univers pour ne vous intéresser que à ce qui vous intéresse vraiment. Voilà, donc en conclusion sur cette partie-là, l'importance des données dans la réussite d'une plateforme est fondamentale. Il faut vraiment pouvoir avoir des données pour pouvoir proposer quelque chose. Le traitement des données va s'effectuer à travers des algorithmes d'apprentissage automatique qui sont issus des technologies de l'intelligence artificielle. Ça a des conséquences éthiques sur la notion de préservation de la vie privée, de l'accès à la culture, de l'accès au savoir, d'accès à la diversité. Donc, certainement nécessaire de donner un sens à l'intelligence artificielle. Petit clin d'œil au rapport Villani qui a exactement ce titre-là. D'intégrer cette valeur au sein d'un système. L'exemple dont je vous avais parlé sur l'entreprise Indelab, qui est une entreprise d'économie sociale et solidaire qui cherche justement à faire la promotion des labels indépendants, donc des petits labels par rapport aux majors, et de proposer grâce à un algorithme de recommandation audacieux, pas simplement ce qui va vous intéresser vous, mais aussi ce qui va faire un petit pas de côté pour chercher à étendre votre univers culturel. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole à Romain. Bon, merci Fabrice pour l'introduction assez générale et plus théorique. On va essayer de rentrer un peu dans la pratique et mettre un peu les mains dans le cambouis de la marketplace. Donc, quand on évoque le mot marketplace, évidemment, tout le monde pense à Amazon, qui est la première qui arrive en tête quand on évoque le mot marketplace. Aujourd'hui, il faut savoir que Doctolib est une marketplace de médecins, Airbnb est une marketplace de logement, Uber est une marketplace de transport. La Fnac aujourd'hui est une marketplace, parce que quand on va sur la Fnac, on n'achète pas des produits uniquement la Fnac, mais plein d'autres produits. Et aujourd'hui, le modèle marketplace, qu'on va peut-être appeler plateforme, car ça fait plus de sens, se duplique beaucoup, notamment dans le B2B, dans l'industrie, pour les services achats des entreprises également, qui montent des marketplaces internes au sein des entreprises. Donc on va voir un petit peu différents use cases, et on va voir un petit peu comment s'articule une marketplace à travers différentes applications, des applications pour l'administrateur, donc Amazon qui va gérer ses vendeurs et ses acheteurs, mais aussi les vendeurs qui ont une application pour eux, pour pouvoir gérer leur shop dans la marketplace, pousser leurs produits, etc. Rapidement sur Withaplace, donc ma société, c'est pas le but de la conf, mais pour que vous sachiez un petit peu pourquoi je suis là. Withaplace est une solution de création de marketplace en marque blanche. Ça veut dire qu'on développe des marketplaces pour nos clients qui montent leur propre marketplace. Aujourd'hui, on est basé à Vèze. On a fait du bruit cet été parce qu'on a levé 13 millions et qu'on a monitoré aujourd'hui. On a lancé 80 marketplaces en tout, de plus en plus sur le B2B, dans les services achats et en interne dans les grands groupes industriels. Donc voici quelques références, par exemple, de marketplace qu'on a lancé. Engie, typiquement, est un cas très intéressant puisque Engie est une marketplace interne qui permet en fait de recycler du stock dormant entre les différentes filiales d'Engie. Donc Engie opère une marketplace et les différentes filiales sont les différents revendeurs de produits qui permet en fait de recycler du stock dormant et d'optimiser la gestion des stocks plutôt que de racheter du matériel neuf entre les différentes filiales. La Fédération française de foot, par exemple, a mis en place une marketplace pour que les clubs amateurs puissent s'approvisionner sur une marketplace interne. De la même façon, Quintessia est une marketplace de la BNP qui vend du matériel agricole. Donc c'est une marketplace B2B sur laquelle on va trouver des chariots élévateurs, mais aussi des pelleteuses et tout un tas de matériel professionnel.
On a aussi pas mal de startups qui lancent ce qu'on appelle des MVP, donc Minimum Viable Product, avec la solution WizaPlace, ce qui leur permet d'avoir en fait un outil assez robuste et assez simple pour aller chercher des vendeurs qui vont eux-mêmes pousser des produits sur une marketplace avec un front office qui est en fait l'interface pour les acheteurs, pour que les acheteurs puissent accéder sur l'interface et acheter des produits. Donc le modèle marketplace, aujourd'hui, on parle de two-side market. Pourquoi? Parce que la personne qui lance une marketplace, elle a deux challenges. Le premier challenge, c'est de trouver des vendeurs. Et après, c'est de trouver des acheteurs. Donc elle a deux marchés à les gérer. Souvent, on parle des clients d'une marketplace. Et les clients d'Amazon, c'est pas nous, c'est les vendeurs. En 5 ans, ManoMano a accumulé 100 fois plus de références que le roi Merlin. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils font appel à plusieurs vendeurs. Et en fait, ManoMano ne stocke rien. C'est les vendeurs qui stockent, c'est les vendeurs qui vendent. Et ça permet considérablement d'accroître le nombre de références au catalogue d'un site web. Il n'y a aucune contrainte logistique. Par définition, alors c'est de moins en moins vrai, parce que maintenant Amazon a des entrepôts, achète des produits, les stocke et les revend en son nom. Mais par définition, une marketplace ne stocke pas. Donc elle s'affranchit de toutes les contraintes logistiques liées au e-commerce. Et enfin, il y a des business models qui sont beaucoup plus variés. Aujourd'hui, il y a des marketplaces qui proposent à leurs vendeurs de payer un abonnement annuel ou mensuel. Il y a aussi souvent le modèle le plus prisé est le modèle de commission. Par exemple, Amazon prend en moyenne entre 10 et 15% de commission sur toutes les ventes réalisées sur Amazon. Il y a des typologies de produits sur lesquels ça va encore plus loin. Par exemple, sur les produits Braun, les tondeuses, etc., ils prennent 25% de commission. Sur la literie, c'est encore plus. Plus les produits sont à forte marge, plus l'opérateur de la marketplace se permet d'augmenter son taux de commission. Donc aujourd'hui, il y a 52% des ventes en ligne qui sont réalisées sur des marketplaces. Vous-même, si vous réfléchissez un petit peu au dernier site que vous avez visité, vous allez vite vous rendre compte que la plupart sont des marketplaces. 67% des ventes en ligne seront faites sur des marketplaces en 2022, ce qui est assez énorme. Et il y a eu, voilà, c'est un chiffre significatif, plus de 1000 milliards de dollars dépensés sur des marketplaces. Aujourd'hui, 29% des e-commerçants vendent sur leur site e-commerce, mais vendent aussi sur des marketplaces. Et il y a de plus en plus d'e-commerçants qui se posent la question de créer leur propre marketplace. Plutôt que d'aller se faire poncer 15% de commission sur Amazon, pourquoi je n'irais pas créer ma propre marketplace, ajouter mes concurrents qui viendront vendre sur ma marketplace et leur prendre des commissions à eux. Je pense que le jour où Darty ou la Fnac ont commencé à prendre des commissions sur les ventes de leurs concurrents sur leur propre plateforme, c'était quelque chose d'assez révolutionnaire et ils devaient être plutôt contents. Ça, c'est les sites e-commerce les plus visités en France en 2018. Toutes celles en rouge sont des marketplaces. Le Bon Coin est une marketplace C2C. Vinted est une marketplace C2C aussi et B2C, parce qu'il y a des marques qui commercialisent sur Vinted. Et Vinted a lancé sa marketplace C2C qui permet à vous, à nous, en tant que particuliers, de remettre en vente des vêtements sur la marketplace. La marketplace répond très bien aux enjeux d'économie circulaire. C'est une notion qui est très, très importante en ce moment. On veut donner une seconde vie aux produits. La marketplace est typiquement le modèle qui va répondre à ce genre de problématiques. C'est une bonne question. Je pense que c'est mensuel. C'est les visites, ouais. Ouais. Le Bon Coin. C'est une marketplace C2C. Donc c'est moins de 10 millions. Visiblement. C'est une marketplace C2C. Ou c'est la FEVAD qui leur fait la gueule. Pour appeler la FEVAD. Le Bon Coin, c'est une marketplace C2C. On se rend compte qu'en plus, le Bon Coin, c'est un succès extraordinaire. C'est un bon exemple parce que l'expérience utilisateur est pourrie, clairement. Ils ont commencé à mettre du paiement il y a seulement quelques mois. Et pourtant, ça cartonnait même sans système de paiement, quoi. Donc, juste pour l'histoire, c'est que l'offre était tellement huge, tellement importante, que le Bon Coin était hyper prisé. Amazon, l'expérience utilisateur est pas folle. Enfin, c'est pas très bien, c'est pas très beau, mais il y a tellement d'offres. Ça marche tellement bien, il y a Amazon qui garantit des retours, qui garantit des remboursements, donc on est tellement en sécurité avec Amazon que ça cartonne et que l'expérience utilisateur, c'est un peu le dernier de leurs soucis, quoi. Donc on a différents cas d'usage de marketplace qui sont tous plus intéressants les uns que les autres, notamment le modèle classique, marketplace e-commerce, du Amazon. Nous, chez WizaPlace, on monte en fait beaucoup de marketplace e-commerce, on crée des Amazon de niche. Typiquement, j'ai un client qui fait une marketplace d'instruments de musique. Tous les magasins d'instruments de musique vendent sur sa marketplace, donc le musicien qui a perdu le 3e petit bouton de sa trompette utilisé par Elton John en 1985, il ne trouverait pas cette pièce sur Amazon,
La promesse, c'est qu'ils le trouvent sur cette marketplace de niche. On a des marketplaces d'achat, donc ça s'adresse au service achat des entreprises, qui, au lieu d'utiliser des SI achats classiques, qui sont parfois un petit peu austères en termes d'expérience utilisateur, montent des marketplaces en interne et référencient leurs fournisseurs sur une marketplace interne. Donc ils se créent un Amazon interne sur lequel ils viennent référencer l'ensemble de leurs fournisseurs. On a des marketplaces de réseau, c'est un cas qui est très intéressant aussi, notamment on le fait avec Cash Converters ou Feu Vert. Le problème des réseaux de distribution comme ceci, c'est que si on monte des sites e-commerce par magasin, ils vont se concurrencer entre eux à coup d'AdWords. Une marketplace permet, avec un stock unique et une géolocalisation, d'instaurer une concurrence saine et un modèle de distribution beaucoup plus simple sur le web. Marketplace d'économie circulaire, on en a parlé, Engie l'a fait. J'ai des startups aussi qui le font. J'ai 3 industriels grenoblois qui ont monté une marketplace pour recycler des pièces de maintenance industrielle. Donc ils s'adressent à Schneider Electric, à ST Microelectronics, etc., qui ont des stocks incroyables dormants de pièces de maintenance. Ils ne savent pas quoi en faire, ils les remettent en ligne sur une marketplace interne. Et puis en fait, enfin, un marketplace de transition digitale. Donc là, on est sur des marketplaces internes également. Je vais prendre un exemple de Somfy, par exemple, qui a créé une marketplace avec Wizaplace. Somfy, ils ont une ils gèrent en fait des installateurs et des formateurs. Donc il y a des installateurs de produits Somfy qui viennent installer chez vous des produits de domotique. Ces personnes-là sont formées par des formateurs agréés Somfy. Auparavant, Somfy gérait la mise en relation entre les formateurs et les installateurs avec des tableaux Excel de façon très archaïque. Ils ont mis en place une marketplace avec une gestion d'agenda qui permet en fait directement aux installateurs de trouver une formation et de se former rapidement près de chez eux, etc. pour pouvoir être agréé installateur Somfy. Voilà, c'est différents cas d'usage. Donc on voit qu'on sort vraiment du cadre Amazon. On va parler de plateforme au sens beaucoup plus large. Aussi bien en B2B, B2C, B2B2C comme le disait Fabrice, mais aussi en interne dans les grands groupes. Donc par définition, une marketplace ne stocke pas, même si, voilà, encore une fois, Amazon propose un service pour les grands groupes, devient en fait client des grands groupes, achète plein de stocks, le stock et puis gère après la logistique. ManoMano notamment a ouvert son premier entrepôt il y a un mois en Espagne. Mais par définition, une marketplace ne stocke pas, c'est-à-dire que vous pouvez monter une marketplace avec 2 millions de références de produits en restant chez vous et sans rien acheter, sans rien stocker. Une marketplace n'expédie pas, c'est le vendeur qui expédie du coup. Une marketplace ne gère pas de retour, parce que c'est le vendeur également qui est censé gérer les retours. Alors évidemment, s'il y a un problème avec le vendeur, c'est la marketplace qui reprend la main dessus et qui peut vous rembourser ou assurer la prestation. Et une commande ne génère en principe aucun coût direct. Les KPI, donc les indicateurs clés d'une marketplace, sont un petit peu différents du e-commerce parce qu'on va beaucoup être axé sur les vendeurs. Donc il y a un volume d'affaires global, encore une fois, qui n'est pas le chiffre d'affaires de la marketplace. Encore une fois, le chiffre d'affaires d'Amazon n'est pas le montant total des transactions faites sur Amazon, c'est uniquement les commissions que Amazon prélève sur ces transactions. Le taux et fréquence de réachat, une marketplace est forcément plus intéressante si on y va souvent. S'il y a un taux de réachat qui est élevé, le Bon Coin, typiquement, ça peut nous arriver de faire 3, 4, 5 achats par an sur le Bon Coin. De la même façon, sur Amazon, moi j'y vais personnellement très fréquemment. Airbnb, pareil. Le coût d'acquisition de clients, et on va aussi parler de coût d'acquisition de vendeurs. Le gros challenge pour la personne qui lance une marketplace, c'est pas tant de trouver des clients, parce que s'il y a de l'offre, il y aura des clients. Le challenge, c'est de trouver des vendeurs. Donc on va parler de coût d'acquisition de vendeurs. Et du coup, il faut savoir combien ça nous coûte d'aller chercher des vendeurs. Donc ça, c'est un des KPI qui est très intéressant. Le nombre de vendeurs il est très intéressant. Et en principe, lorsqu'on crée une marketplace, on va d'abord s'attacher à aller chercher des vendeurs avant de l'ouvrir au public. Une fois qu'on a une offre conséquente et significative, on va pouvoir faire un lancement et effectivement lancer une marketplace avec de l'offre derrière. Encore une fois, le Bon Coin, si on y va, c'est parce qu'on trouve tout. Amazon, c'est pareil. Après, il y a des KPI beaucoup plus classiques, type e-commerce, donc le nombre de visiteurs, le nombre de conversions, le nombre d'abandons de panier, etc. Donc pour entrer dans les fonctionnalités clés, comment s'articule une marketplace? Donc vous l'avez compris, il y a 3 parties prenantes. Il y a un administrateur qui va administrer sa marketplace. Amazon a des équipes pour gérer Amazon. Ensuite, il y a une application pour les vendeurs qui vont pouvoir pousser des produits sur un catalogue, qui vont pouvoir gérer leur livraison, récupérer leur argent, etc. Et enfin, il y a une interface pour les acheteurs. La 3e application, c'est ce qu'on appelle le front office. C'est pour nous, c'est pour pouvoir acheter. Donc voilà comment ça se fait. Donc il y a un front office pour nous qui sommes acheteurs, un back office pour les vendeurs qui peut gérer ses produits, ses commandes, ses retours, son SAV, et un back office pour l'administrateur qui va
administrer sa marketplace et qui va forcément aussi modérer du coup les acheteurs et les produits qui se trouvent sur la marketplace. Aujourd'hui, si vous vendez sur Amazon, Amazon a le droit de refuser vos produits ou de vous refuser sur sa marketplace. Donc il y a un rôle administrateur qui est aussi un rôle modérateur. Le back-office administrateur, on va commencer par ça. Qu'est-ce que ça contient? C'est un modèle assez basique, hein, ça peut être beaucoup plus étoffé que ça. L'administrateur, donc en tant que tel, administre, modère sa marketplace. Il a besoin de certaines fonctionnalités clés. Par exemple, il va pouvoir gérer ses comptes de vendeurs. Si quelqu'un veut venir sur ma marketplace, il faut que je l'accepte et je peux gérer du coup mes vendeurs, les activer, les désactiver. Si je vois qu'ils font plus de ventes, je peux désactiver un vendeur, etc. Il va modérer des produits. S'il y a des produits qui sont mis en ligne sur ma marketplace et qui ne sont pas conformes avec ma politique commerciale, je peux refuser des produits. Il va paramétrer aussi sur ces produits les taux de commission qu'il va prélever. Il va dire, bah, tiens, sur telle catégorie de produits, les rasoirs et les tondeuses Braun par exemple, je vais prendre 22%. Sur les boutons de chemise, je vais prendre 5%, etc., etc. Donc il va paramétrer, vendeur par vendeur, produit par produit, toutes les commissions qu'il va prélever à ses vendeurs. Il va définir les modes de transport et les modes de paiement qu'il autorise sur sa marketplace. Aujourd'hui, ce n'est pas le vendeur qui va dire, moi je vais te payer par PayPal. C'est Amazon qui va dire, sur ma marketplace, j'autorise le mode de paiement PayPal. Donc le vendeur derrière devra se plier à ces modes de paiement. De la même façon, c'est pas Amazon qui va dire, c'est pas le vendeur pardon qui va dire, moi je veux livrer avec Chronopost. C'est Amazon qui va dire les modes de livraison ouverts sur Amazon sont Chronopost, DHL et la livraison en point relais par exemple. Enfin, il va pouvoir gérer toute sa comptabilité, ses rapports de vente et de performance, et puis voilà, la gestion de politique commerciale. Donc ça revient aux abonnements et aux commissions, j'en ai déjà parlé. Ensuite, il y a un back-office pour les vendeurs. Donc les vendeurs n'ont pas ce pouvoir de modération et d'administration de la marketplace. Les vendeurs, eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est gérer leur shop dans la marketplace. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir proposer leurs produits ou leurs services à la vente, donc gérer leur stock, gérer leur prix, gérer les photos, la description des produits, etc. Ils vont pouvoir mettre en page leur catalogue et leur boutique en ligne. Ils vont gérer leurs frais de port, donc c'est les vendeurs qui vont dire sur telle tondeuse Braun, le frais de port s'élève à 5 €, 10 €, 15 €, etc. Ils vont pouvoir gérer leurs commandes et leurs factures, gérer la logistique, donc la livraison et les retours, puisque c'est eux les premiers à faire face en cas de litige. Et enfin, il y a une sécurisation des paiements via un prestataire de paiement. Donc ils vont s'interfacer avec le prestataire de paiement recommandé par l'opérateur de la marketplace. Aujourd'hui, il y a une thématique assez puissante sur les marketplaces, c'est qu'une marketplace fait de l'encaissement pour compte de tiers. Ça veut dire que Amazon récolte de l'argent qui est en fait redestiné derrière aux vendeurs. Les marketplaces n'ont pas d'agrément pour ce faire, donc on passe par des prestataires de paiement comme Stripe, comme Lemonway, comme MangoPay, etc., etc. D'ailleurs, MangoPay a été créé par la fondatrice de Litchi, qui est la cagnotte en ligne. Elle n'avait pas le droit de stocker l'argent des différentes cagnottes, donc elle a créé son propre prestataire de paiement qui est MangoPay pour pouvoir faire de l'encaissement pour compte de tiers. L'argent est en général stocké dans un compte séquestre durant le temps de la rétractation légale. Et ensuite, il est redispatché aux différents vendeurs et la commission part à la marketplace. Enfin, il y a un front office donc pour les acheteurs, donc ça c'est carrément sur mesure, après c'est beaucoup plus sur mesure et beaucoup plus custom. Le front office c'est la partie visible de l'iceberg, donc ça va être l'interface d'Amazon telle que vous la connaissez ou l'interface du Bon Coin telle que vous la connaissez aujourd'hui. Donc toutes ces interfaces, ça peut être une application mobile, Uber par exemple est une application mobile, c'est du custom, en général voilà, ça répond à une expérience utilisateur plutôt fluide, même si comme on l'a vu, quand les marketplaces sont très puissantes et ont beaucoup d'offres type Le Bon Coin ou Amazon, l'expérience utilisateur c'est un peu le cadet de leurs soucis. Pour rentrer un peu plus dans la technique, donc ça c'est un peu technique, mais je vais quand même vous l'expliquer rapidement. À gauche, c'est toutes les fonctionnalités qu'on a pour les vendeurs. Donc les vendeurs ont plusieurs façons en général pour pousser leurs produits dans une marketplace. Ça peut être soit une saisie manuelle, comme nous on le fait sur Le Bon Coin quand on veut pousser un produit à la vente. Ça peut être une saisie par potentiellement un import de produits. Si je suis un industriel et que j'ai 3000 produits, je peux importer un fichier CSV dans une marketplace pour importer mon catalogue produit dans la marketplace. Ça peut être une connexion directement avec le ERP. Vous imaginez bien quand on travaille avec Engie, ils connectent leur ERP directement avec la marketplace. Et enfin, on peut passer par des agrégateurs de flux. Les agrégateurs de flux, c'est des sociétés comme Lengo, comme EasyFlux, ShoppingFeed, qui sont des solutions qui permettent à des e-commerçants, à partir d'un seul outil, de vendre sur plusieurs marketplaces. Ça permet de synchroniser le stock global, les annonces globales et de centraliser toute la comptabilité faite sur différentes marketplaces.
Ensuite, on a au centre à gauche un OMS, qui est un outil de facturation destiné aux vendeurs. On a un PIM. Un PIM, c'est un Product Information Management. C'est un outil qui permet de gérer un catalogue produit. Le plus connu étant Akeneo, est une société française qui a levé 70 millions d'euros et qui permet de gérer toute l'information produit et aussi de synchroniser potentiellement de l'information produit entre un stock digital et un stock physique. Et puis en bas, on retrouve le PSP qui est connecté donc par des API pour gérer le paiement. À droite, toute la fonction administrateur pour la marketplace. Et puis en haut, c'est le front, donc c'est la partie acheteur. Voilà un peu l'architecture globale d'une marketplace. Donc quelques exemples qui vont peut-être vous parler. Gourming est une marketplace du groupe Le Duf, la brioche dorée, qui a fait une marketplace B2B pour les restaurateurs. Donc pour que les restaurateurs puissent trouver à la fois du matériel, mais aussi de la food, sur une marketplace dédiée B2B. La Fédération française de foot, j'en ai déjà parlé. La BNP aussi, c'est une marketplace B2B pour le matériel professionnel. Somfy, c'est pour les installateurs. Atalian, qui est un groupe assez connu de nettoyage, a une marketplace d'achat pour gérer ses achats indirects en interne. Ils achètent notamment, on a des fonctionnalités clés qui permettent de faire pas mal d'économies. Vous voyez certainement ce dont je veux parler. Sur Amazon, par exemple, lorsqu'on choisit un produit, on va avoir le produit avec sa description et on va avoir les différents vendeurs qui proposent le même produit à des tarifs différents. À Talian, ils achètent 5000 paires de chaussures de sécurité par an. Ils ont réussi en fait à avoir, avec cette fonctionnalité assez basique qu'on appelle une fiche produit unifiée, ça faisait 10 ans qu'ils achetaient des paires de chaussures de sécurité à un fournisseur A, alors qu'ils avaient un fournisseur B qui les vendait 10 € moins cher. Sauf qu'ils n'avaient jamais pu le constater sur un SI classique. Et ici, le fonctionnalité Marketplace a permis de mettre ça en évidence. Donc ils ont économisé 50 000 € par an, juste avec cette fonctionnalité, juste sur les paires de chaussures de sécurité. CVA, idem, ils ont une marketplace d'achat. Cash Converter, c'est une marketplace de franchise. Zigplace, c'est la marketplace dans la musique dont je vous ai parlé. Presta Notaire, marketplace de notaire. On a aussi une marketplace à Lyon qui s'appelle Visio Avocat, où on peut réserver un créneau de 30 minutes avec un avocat par visio. Donc idem, l'avocat pousse son offre sur la plateforme et puis derrière, vous sélectionnez le type de conseil dont vous avez besoin et vous avez directement un rendez-vous en visio avec un avocat. Engie a une marketplace sympathique d'économie circulaire. Damartex a lancé une marketplace pour seniors, en partant du constat juste que les seniors de demain sont les jeunes d'aujourd'hui. Donc il lance un Amazon dédié pour les seniors, avec l'objectif de retarder le plus possible la mise en EHPAD et de prolonger le maintien à domicile. Reparcar est une start-up qui a levé 1 million d'euros aussi récemment avec une marketplace sur les pièces d'occasion automobiles. Pêcheur Connect également, qui appartient au groupe pêcheur.com, qui a lancé une marketplace C2C pour que les pêcheurs puissent se revendre du matériel entre eux. Donc voilà, on a beaucoup de cas d'usage et c'est fini.